Je suis ravi de vous retrouver, de passer cette petite matinée ensemble. D'autant plus parce que j'ai écrit cette conférence, je l'ai faite plusieurs fois, et je me disais j'ai envie de commencer un peu différemment ici. Qui voit ce que c'est ça? Qui a la référence? En ce moment, les geeks comme moi sont très heureux et heureuses parce que c'est le retour de deux grandes franchises de fantasy en série, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Et hier, je regardais ça dans le train et je me suis dit, mais oui, c'est là mon point de départ. Comment ça se fait que Thomas va démarrer sa conférence en parlant d'un monde où il y a de l'esclavage, beaucoup de violence, beaucoup de sang, un peu de magie, des dragons, pour parler ensuite de travail et de freelancing. Ça peut sembler un peu étrange, effectivement. Mais en fait, ce dont je veux vous parler pour commencer notre questionnement aujourd'hui sur qu'est-ce que le travail et pourquoi est-ce que je dis que les freelances sont le fer de lance d'une nouvelle vision du travail, c'est que l'histoire de l'indépendance et du freelancing commence dans un monde qui ressemble peut-être un peu plus à Game of Thrones que ce qu'on vit nous ici aujourd'hui au Palais des Congrès. Et les premières mentions du terme freelance, d'ailleurs, sont dans des livres qui datent des années 1800, comme ce livre-là, Ivanhoe, de Walter Scott. Et il parlait des freelances du Moyen-Âge comme étant des lances libres, traduction très littérale, qui étaient en fait des mercenaires, qui vendaient leurs compétences, ici une merveilleuse compétence de tuer des gens, à des armées. Et d'ailleurs, quand on fait un peu de recherche sur le terme freelance, d'où ça vient, une des premières personnes qu'on trouve, un des premiers freelances de l'histoire, c'est quelqu'un qui s'appelait Albrecht van Wallenstein, j'espère que je l'ai bien dit, qui était un mercenaire, le général d'une armée, qui a vendu ses compétences pour diriger l'armée d'un pape, je crois. En tout cas, c'était quelqu'un de religieux. Et pour l'histoire, ce qui est assez intéressant, c'est que ce personnage, Wallenstein, était protestant et il s'est battu pour une armée chrétienne pour détruire les protestants et mener une guerre religieuse. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant que notre héritage à nous, ici, freelance, ou aux personnes qui veulent devenir freelance, c'est quelqu'un qui vendait ses compétences, ici se battre, à un roi ou à quelqu'un de puissant, qui donnait le plus, donnait ses compétences au plus offrant, même si ça veut dire aller à l'encontre de ma propre religion et de mes propres valeurs. Et quand j'ai découvert cette histoire pour la première fois, je me suis dit, tiens, c'est pas forcément le meilleur héritage qu'on pourrait avoir pour se mettre au travail à notre compte, n'est-ce pas? Et du coup, quand j'ai découvert cette histoire pour la première fois, je me suis dit, mais ok, si c'est ça une partie de notre héritage sur le travail, travailler, c'est donner ses compétences au plus offrant, ben en fait, c'est quoi le reste de notre héritage? Est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Parce qu'à mon sens, la réponse à cette question, c'est quoi le travail, et notre manière de le définir individuellement, mais aussi sociétalement, influence énormément ce qu'on va en faire par la suite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut faire le petit geste de la main? Si je suis d'accord, ouais, trop bien. Yes. Donc on va tenter de répondre à cette question pendant ce petit temps ensemble, et je vais tenter de vous faire travailler sur cette question pour vous et vos entreprises et vos projets et vos envies aussi. Parce que notre réponse va influencer beaucoup de nos actions derrière et de ce qu'on met en place. Donc c'est quoi le travail? Quand on commence à faire des recherches sur ça, si vous tapez sur Google définition travail ou origine du mot travail, souvent un autre mot sur lequel on va tomber assez rapidement, c'est celui-ci. Tripalium, c'est un mot latin qui fait référence à différentes choses, mais notamment à cet objet-là. Ça n'a pas l'air très agréable, n'est-ce pas? C'est un instrument de torture du monde latin, le but étant de étendre les membres pour faire parler les gens, et on utilisait pour les prisonniers. Là encore, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah là là, héritage sur ce qu'est le travail, pas forcément incroyable. Et je pense qu'en fait, ça, et ce qu'on a vu avant, ça peut relater de plein de choses qu'on voit aujourd'hui dans le rapport au travail des gens. Ces dernières années, l'explosion du mot burn-out et des personnes qui vivent ça, j'entendais quelqu'un en parler dans la salle d'ailleurs tout à l'heure. Que travail égale souffrance. Que travail égale se forcer à faire des choses parfois à l'encontre de nos autres intérêts dans la vie. Et encore une fois, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais non, mais il ne peut pas y avoir que ça.
il y a forcément d'autres endroits d'où on part pour définir le travail. Et donc j'ai creusé, et il se trouve que pendant mes études, j'avais fait un master sur les emojis, et la question que je m'étais posée, c'est est-ce que les emojis sont un langage ? Et du coup, j'ai eu la chance à ce moment-là de me plonger dans la linguistique pour me poser cette question. J'ai lu des bouquins que les gens de la bibliothèque à l'université n'avaient pas lus depuis, je pense, 50, 60 ans. Ils étaient encore plein de poussière. Et du coup, j'ai développé un petit truc de, OK, la linguistique, comment on fait, on va creuser, etc. Donc je suis allé voir, OK, pour définir le travail, allons voir du côté des linguistes. Et je suis tombé sur cette personne, qui s'appelle Marie-France Delport, qui est une linguiste spécialisée dans les langues hispaniques, et elle est romane, et elle a exploré ce sujet, justement, le travail, mais pas en français. Elle n'est pas partie du français pour revenir au latin, elle est partie des langues romanes et hispaniques. Et du coup, elle a beaucoup bossé sur les mots trabajar, etc. Et elle a trouvé, dans une de ses recherches, elle a défini que trabajo et trabajar signifient une tension ou une dynamique qui est portée par un agent. L'agent, c'est la personne, donc nous, qui est orienté vers un but et qui rencontre une résistance. Par exemple, en écrivant cette conférence, je suis l'agent. Mon but, c'est d'écrire une conférence qui vous questionne sur le travail, qui vous inspire peut-être à travailler autrement une fois que vous serez freelance ou dans votre carrière de freelance. Et j'ai rencontré des obstacles qui sont, comme je vous le disais au début, c'est quoi mon introduction, putain ? Mais cette définition, je la trouve intéressante parce que c'est pas pareil que travail égale souffrance. Il y a un peu plus de complexité et c'est un peu plus travaillé ce qu'on met là derrière. Et du coup, quand elle pousse sa réflexion plus loin, elle nous dit aussi que le mot travail lui-même viendrait non pas du latin tripalium, mais d'une autre racine latine qui est le préfixe tra, ou aussi en latin le préfixe trans, donc trans, qui signifie le passage d'un état à un autre. Et le mot que nous avons en français qui parle le meilleur de ça, c'est le mot transformation. Le passage d'un état à un autre. Quand j'ai travaillé sur cette conférence, ma page Google Docs est passée d'un état vide à un état rempli. On verra à la fin si c'est un état rempli qualitatif ou un état rempli juste rempli. Et du coup, ça, je trouve que c'est une définition un peu plus intéressante du travail. Le travail est ce qui nous permet, par nos efforts, de passer du statu quo, ce qui existe aujourd'hui, à un nouvel état que l'on désire davantage, tout en dépassant, comme elle le disait dans sa définition, des obstacles et en mettant les efforts nécessaires pour le faire. Et là, je me suis dit, tiens, ça c'est une définition du travail qui me parle davantage et qui parle aussi de pourquoi je me suis lancé à mon compte, en fait. Quand on se dit que le travail, ça représente ce qui est nécessaire pour mener une transformation à bien, là je me dis, ok, il y a de l'espace pour l'orienter vers plein de choses. Et aussi pour nous l'apprivoiser ? Non, pour le prendre pour nous, quoi. Pour le rendre unique pour nous. Et c'est pas juste le travail, c'est pour l'argent, donc il faut aller vers le plus offrant, ou le travail, c'est une souffrance parce qu'on est obligé de le faire, même si effectivement, dans notre monde actuel et le système dans lequel on vit, l'argent est nécessaire, et donc il est nécessaire de travailler. Mais on peut changer son rapport à ça. Et je crois que on devient tous et toutes freelance, on se lance tous et toutes dans cette carrière de l'indépendance et cette belle aventure pour se transformer quelque part. Je veux déménager. Aujourd'hui, je vis au milieu de la campagne, en Corrèze, dans la diagonale du vide. C'est incroyable. Ma vie a changé depuis que j'ai quitté Paris. C'est un délice. On change, on se lance en freelance parce qu'on veut peut-être aussi sortir d'une relation toxique au travail dans son entreprise qui mène à plein de choses qui ne nous vont plus. Travailler très tard, avoir des managers qui en fait nous prennent pas en compte au-delà de notre capacité à travailler. Donc on cherche une transformation à un niveau. Et c'est justement moi ce qui m'a sauvé dans une période très sombre de ma vie. Le fait de me lancer en freelance, ça m'a aidé à me transformer moi-même. Et on revient du coup, pour vous donner un peu de contexte, à La Défense, pas très loin d'ici du coup, en 2014. C'est l'année où je suis arrivé à Paris pour suivre mes études. Et je suivais mes études en alternance. Et j'ai commencé à travailler en cabinet de conseil chez Capgemini Consulting dans une tour à La Défense. Et pour moi, le petit bambin de campagne qui a grandi en Dordogne avec des parents hippies qui voulaient vivre d'amour et d'eau fraîche, j'avais l'impression de devenir quelqu'un. Ça y est, la quête est réussie.
Et du coup, tous les matins, j'allais au cabinet avec mon costard et j'avais l'impression de faire des choses très importantes. Et à la fin de ma première semaine en cabinet, on est vendredi, je sors de la tour et j'avais passé une semaine incroyable. J'avais vu que des sujets fascinants, je bossais sur les campagnes de com du cabinet sur toute la France, j'avais plein de responsabilités. Et du coup, j'étais ravi de raconter ça à mes parents le soir parce que du coup, j'avais tellement bossé toute la semaine que je ne les avais pas appelés une fois. Et je rentrais de la Défense à mon appart. J'habitais en colocation à Courbevoie à l'époque. Du coup, Courbevoie, c'est très proche de la Défense. Je rentrais à pied, c'était super, il faisait beau. Et à ce moment-là, pour une raison que j'ignorais à l'époque, je me suis écroulé en pleine rue. J'ai fait tomber ma petite mallette en cuir, donc j'étais aussi très fier de ma mallette en cuir. Je l'ai fait tomber par terre. Et je me mets un peu à sangloter, sans vraiment savoir pourquoi. Et ce qui se passe ensuite, c'est que 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit « Thomas, il faut que tu prennes un train demain. Ton père a une rupture d'anévrisme. » Et le lendemain matin, je suis arrivé à l'hôpital et ensemble, il a fallu débrancher la machine qui le tenait en vie. Et c'était pas du tout attendu. J'ai traversé une période assez difficile après ça. Mon père avait 57 ans, j'en avais 20. Et j'ai commencé à beaucoup me questionner sur la vie. Comment se fait-ce qu'une personne qui, a priori, n'avait rien fait de bien mal et qui avait créé beaucoup de bonheur dans sa vie pouvait partir pour aucune raison? Et pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, surtout? Je me suis plongé dans développement personnel, enfin, je cherchais plein de sources de questionnement pour traverser ça. Et 2 ans plus tard, une question est apparue dans ma tête où je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas une raison ou un message que tu peux retirer de cet événement? Parce que là, ça faisait 2 ans que j'en souffrais, et une amie m'a mis un peu un coup de pied dans la tronche en me disant, t'as un choix en fait. Cet événement, ça peut être la souffrance du reste de ta vie, ou peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer. Et du coup, je me suis posé une question toute simple. Je me suis dit, ok, c'était quoi la vision de la vie et du monde de mon père? Et comment je peux faire pour me rapprocher un peu de lui, comment il voyait les choses? Et comme je vous disais, c'était un peu un hippie. Et en fait, je me suis rendu compte que mon père, fils de consultant, très intéressant ça d'ailleurs, et fils de docteur, pendant toute sa vie, ses parents, ses 3 grands frères, avaient que fait calquer sur lui leur vision de ce que c'était bien vivre. Ses parents voulaient qu'il fasse des grandes études, il a fait un master en biologie qu'il n'a jamais utilisé. Son grand frère était un avocat qui a été jusqu'en Colombie défendre des avocats qui sont victimes de tout le racket qui est là-bas. Donc ils ont tous fait des grandes choses. Et mon père, son rêve, c'était de retaper une ferme en Dordogne et de vivre de peu. Et pour ça, il a dû se mettre un peu de côté de sa famille et renoncer à leur désir pour lui. Et là, je me suis dit, ok, pendant toute sa vie, mon père a réussi à se détacher des attentes des autres pour vivre la vie que lui voulait vivre et qui était alignée avec lui. Et quand je comprends ça à 22 ans, alors que cette fois-ci, maintenant, je travaille en agence de stratégie de marque, et du coup, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont déjà bossé en agence, mais classique, on bosse jusqu'à 3 heures du mat parce qu'il faut absolument rendre la campagne demain ou la présentation demain. Et forcément, ce n'est pas le meilleur rythme de travail. Et du coup, à 22 ans, je me dis, ok, je suis un gosse. Je n'ai aucune idée de à quoi ça ressemble pour moi une vie bien vécue. Parce que mon père, il a su plus tard, mais moi, à 22 ans, j'en avais aucune idée. Mais à ce moment-là, je me suis dit que la meilleure manière de le construire quand je le saurais, c'était d'avoir du contrôle sur mon travail. Parce que notre travail, ça représente quoi? Petite photo de mon papa, on l'embrasse. Le travail, ça représente une quantité assez incroyable de temps dans nos vies. Il y a des gens qui font de la statistique très intelligents, ils sont allés calculer ça. Et on dit, en général, en moyenne, on passe 10 000 jours de nos vies à travailler. Et je vous invite à faire le calcul, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir le calcul et de voir le nombre de jours travaillés jusqu'à maintenant et le nombre de jours qui restent par rapport à ce chiffre. Et la question que je pense qu'il faut qu'on se pose, et que je me suis posée à 22 ans, du coup, c'est « Ok, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, quoi ?» Tout ce temps que je vais passer,
Au service de quoi? Parce qu'on y met tellement de temps que ça façonne notre vie entière. Et c'est ça que je trouve beau dans l'indépendance, et je reviens sur ce truc, on se lance pour se transformer quelque part. Ce statut indépendant, il nous donne tellement de flexibilité d'en construire à quoi ressemble mon travail, et donc à quoi ressemble la vie que je vis grâce à ce travail. 10 000 jours, 90 000 heures si on compte en heures. Et du coup, ce sur quoi je voulais qu'on travaille ensemble maintenant, parce que ça y est, moi j'ai fini de parler, c'est vous qui allez travailler un peu maintenant, donc je vous invite à sortir de quoi travailler, c'est de se poser la question. Ok, si le travail, ce n'est pas que souffrance, ce n'est pas que argent, mais c'est transformation, et que je vais y passer dans ma vie en moyenne 10 000 jours, de quelle transformation est-ce qu'on parle, et à quelle transformation est-ce que moi je veux me dédier, avec mes ressources? Mon temps, mon énergie, mes pensées, mes compétences incroyables. Et ça se joue à 3 niveaux, et on va commencer avec le premier, qui est celui dont on a déjà parlé, la quête de transformation personnelle. Et la première question qu'on se pose là-dedans, c'est pourquoi est-ce que vous êtes devenue indépendante, ou pourquoi est-ce que vous voulez le devenir? J'ai posé la question juste au début, où vous en êtes, est-ce que vous êtes... Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ok, je vais y aller, mais je sais pas trop comment. J'y suis allé, ça commence, c'est pas trop mal. Ou ça fait des années, mais je sens qu'il y a un truc qu'il faut qu'il bouge parce que c'est plus exactement comme j'aimais que ce soit. Donc on va poser cette première question. C'est la première que je pose dans le podcast d'ailleurs à tous mes invités. Et je vais vous mettre une petite musique et je vais vous donner quelques minutes pour écrire ou réécrire pour ceux et celles qui l'avaient pas fait. C'est parti, 2 minutes. Pourquoi est-ce que vous êtes devenue ou voulez devenir indépendante? Et pour ceux et celles qui travaillent pour des entreprises qui font des trucs pour les indépendants, je vous invite à vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai rejoint cette boîte? Donc je repartage cette idée et ce schéma. Considérez que votre activité indépendante, donc votre travail, c'est ce qui vous permet de partir de vous à ce moment précis dans cette salle à votre vous du futur. Vous allez vivre une transformation par votre travail. Et à plein de niveaux. Ça peut être une transformation de compétences. Ça peut être une transformation de lieu de vie, de typologie de client, de relation avec votre client. Changer la relation avec vos clients par rapport à la relation avec vos managers. C'est souvent un truc qu'on cherche à faire. Je veux bosser autrement avec les gens. Et la question que je mets derrière, du coup, ça englobe un peu tout ça. C'est quoi le mode de vie que vous avez vraiment envie d'avoir? Et comment est-ce que votre travail peut être au service de cette transformation-là? L'exemple du déménagement, c'est un des plus simples. Donc à quoi ça ressemble, votre mode de vie sur mesure? Où est-ce que j'habite? Avec qui j'interagis? Comment je travaille? Dans quel cadre? Est-ce que je voyage tout le temps? Ou au contraire, est-ce que je suis toujours dans un endroit? Et réfléchissez à, ok, mon projet freelance, comment je le mets au service de ça? Donc ça, c'est le premier niveau de la transformation. Mon travail peut être mis au service des transformations que je veux vivre dans ma vie personnelle. Je peux changer ce à quoi ressemble ma vie grâce à mon travail. Le deuxième niveau, c'est non plus la quête de la transformation personnelle, mais c'est la quête de la transformation de nos clients et clientes. Et là encore, c'est une belle question à vous poser. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter dans la vie des gens avec qui je bosse? Parce que l'impact que vous pouvez avoir auprès de vos clients et de vos clientes, il va bien plus loin que juste la mission de base. Je donne un exemple. Il y a des personnes qui viennent bosser avec moi en coaching, j'étais en séminaire là pendant 4 jours avant, qui viennent pour des raisons qui sont complètement professionnelles. J'aime plus trop ce que je fais. Je vais prendre un exemple, il y a une personne qui est dans notre programme d'accompagnement qui est venue parce que ça fait 1 ou 2 ans, elle est à son compte, elle a des missions de rédaction web, ça lui plaît, elle aime ce qu'elle fait, mais elle n'aime pas les clients avec qui elle bosse. Et elle prend les clients un peu par défaut. D'ailleurs, elle est sur Malte et elle capte des missions comme ça, et à chaque fois elle dit oui, mais ça lui plaît jamais vraiment. Et elle est venue parce que, 1, les clients lui plaisent pas, et 2, elle a plus le temps pour le truc qui la passionne vraiment, qui est un blog sur les voyages bas carbone, et ça fait à peu près 9 mois qu'elle n'a pas eu le temps d'écrire sur son blog, et elle est complètement overbookée. Et du coup, cette personne rejoint le programme pour ça, pour retrouver un peu d'amour pour qui je travaille, et j'ai envie de me dédier à mon blog, je sais pas comment m'organiser.
Et dans notre séminaire de 4 jours, le plus gros truc qu'elle a retiré, c'est pas ça. C'est le fait que pour la première fois de sa vie, elle nous partageait ça dans notre cercle de clôture, elle a trouvé des gens avec qui elle se sent tellement à l'aise qu'elle peut montrer toutes les facettes d'elle-même. Elle nous a dit à la fin du séminaire, et ça m'a vachement touché, je me suis jamais vraiment senti chez moi, même chez moi. Et c'est la première fois que je me sens chez moi, avec des gens qui me comprennent. Et je pense que ça changera bien plus sa vie que le fait qu'on l'aide à remettre des articles sur son blog. Donc c'est ça la question aussi, c'est au-delà des raisons pour lesquelles on vient vous faire chercher, qu'est-ce que vous voulez apporter à vos clients, avec quoi ils repartent après avoir bossé avec vous? Parce que, comme je le disais, notre travail, il peut littéralement changer leur existence. Quelqu'un qui vous forme à des nouvelles compétences, par exemple, vous êtes leur client, ça peut changer votre vie d'avoir des nouvelles compétences. Vous avez le même impact potentiel sur votre client. Donc la question à se poser, avec toujours cette idée, le travail que vous faites permet vos clients de partir d'une situation actuelle de leur vie, pensez à un client que vous connaissez d'ailleurs ou quelqu'un avec qui vous aimeriez bien bosser, et avancer vers une situation qui est davantage idéale pour eux. Voici la question. Quelle est la transformation que vous voulez accompagner pour vos clients? Vous voulez qu'ils partent d'où et qu'ils arrivent où? Et même si vous n'êtes pas encore lancé, c'est une super question à se poser. Parce que tout déroule de là. Qu'est-ce que je propose? Comment je le propose? Comment je parle de mes services? Vers où je communique? De qui je me rapproche? Tout part de là. Donc, de où partent les gens que vous voulez accompagner et où est-ce que vous voulez les déposer? Et pareil, si vous bossez pour une entreprise qui aide les indépendants, posez-vous la question pour l'entreprise. D'où partent nos clients? Où est-ce qu'on veut que ces personnes arrivent à la fin? Et si vous avez du mal, il y a 2 angles que vous pouvez prendre. Il y a l'angle très résultat, terre-à-terre, concret. Je vais aider mes gens à trouver davantage de clients, à avoir plus de visibilité sur leur site web, peu importe ce que c'est. Mais il y a le niveau aussi émotionnel. Je vais aider mes clients à se sentir fiers de ce qu'ils montrent d'eux sur Internet. Je vais aider mes clients à se sentir bien dans leur corps. Ou si je fais du feng shui, je vais aider mes clients à se sentir tellement à l'aise chez eux. Les résultats concrets, c'est on a réorganisé tous les meubles de ta maison pour que ce soit feng shui. N'hésitez pas à dessiner le schéma, hein, vraiment. Vous pouvez mettre les obstacles au milieu. Ok, je veux que les gens partent de là jusque là. C'est quoi les obstacles qu'on va rencontrer? Comment je les aide à les surmonter? Et le 3e niveau sur lequel j'aimerais qu'on travaille ce matin, c'est les 3 niveaux de la quête de transformation. La quête de transformation sociétale. Parce que votre travail a un impact bien plus grand que juste les individus avec qui vous bossez. Imaginez une carrière sur 30 ans. Vous vous souvenez, on a dit le chiffre tout à l'heure, 10 000 jours de travail. Imaginez ces 10 000 jours et toutes vos compétences et votre temps et vos questionnements tous les jours et vos idées et vos réflexions investis dans une direction. Ça peut faire des miracles. Je ne sais pas si vous avez vu cette info récemment, c'était il y a quelques jours, ça m'a beaucoup touché. Le fondateur de Patagonia, vous connaissez la marque de vêtements Patagonia? C'est une marque de vêtements très écolo. Le fondateur vient de léguer 100% des parts de son entreprise à Dame Nature. Ça veut dire que tous les dividendes de la boîte vont maintenant dans des causes pour l'écologie. Incroyable l'impact que ça peut avoir. Alors, ce n'est pas notre destin à nous tous et toutes, évidemment, mais imaginez juste, j'aide dans les prochaines années 100, 200, 300, 500 personnes à prendre davantage soin de leur santé, à se sentir plus à l'aise de communiquer et montrer ce qu'ils et elles sont capables de faire. Ça peut commencer des basculements. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et vers où, vers quelle transformation du monde qui nous entoure on veut contribuer. Tout ne repose pas sur nos épaules, évidemment, mais on peut jouer un rôle en plus. Donc, encore une fois, notre petit schéma de la transformation. Le monde est aujourd'hui dans un état qu'on va appeler le statu quo. Les choses sont de telle manière, même si elles sont en train de changer sur différents pans. Et la question qu'on va se poser, c'est quel est le monde que nous, individuellement, on souhaite voir sous nos pieds et comment on peut mettre notre travail au service de ça aussi, sachant qu'encore une fois, il y aura des obstacles à dépasser. Donc la question que je vous pose est celle-ci. Quelle est la transformation du monde, de la société, que l'on souhaite voir émerger grâce à notre travail? Je
Je vous donne mon exemple personnel. La raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que j'aimerais que le statut indépendant et freelance soit davantage reconnu, respecté et valorisé en France et en francophonie. J'ai beaucoup trop de clients encore, dont les parents, la famille sont « ça va, trouve un vrai travail, arrête de t'amuser, c'est bon là ». Moi, je veux contribuer à un monde où ça n'arrive plus, et où des étudiants arrivent à la fac et se disent « je veux bosser à mon compte, parce que je sais que j'aurai jamais une meilleure qualité de vie que si je bosse pas à mon compte ». Donc je vous laisse bosser dessus. Et si vous avez déjà fini cette question, maintenant regardez les 3. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour mes clients? Qu'est-ce que je veux pour le monde? Et comment est-ce que ça se marie, ces 3 choses? C'est quoi les points de jonction? Et peut-être commencer à voir les idées qui peuvent émerger pour ce que vous faites. Peut-être que ça change un peu comment vous avez envie de proposer ce que vous faites, ou auprès de qui, ou dans quel contexte. Vous pouvez commencer à brainstormer sur les idées qui ressortent de ça. Ce que j'aimerais que vous reteniez de ce petit temps qu'on a passé ensemble, c'est que nous tous et toutes ici, et d'ailleurs le mouvement freelance dans son ensemble en fait, on peut représenter le fer de lance d'une vision du travail qui ressemble davantage à ça, et un peu moins à l'héritage qu'on a reçu de nos ancêtres indépendants, de se dire ok, qui est le plus offrant, même si je floue mes valeurs dans le processus. Et quelque part, je pense que c'est même notre responsabilité face à l'ensemble du monde du travail de porter cette vision-là. Parce qu'encore une fois, nous avons la flexibilité de changer tellement de choses à notre échelle quand on fait tout pour soi, quand on choisit son rythme de travail. Imaginez que les plus de 3 millions d'indépendants en France décident de tous se mettre au rythme 4 jours par semaine plutôt que 5 jours. Ça pourrait faire des vagues si on fait ça tous et tout ensemble et qu'on le médiatise. Sur c'est quoi un travail sain dans notre monde en fait. Donc nous pouvons montrer une nouvelle voie, et je pense qu'une nouvelle voie est possible pour c'est quoi le travail pour nous individuellement, mais c'est quoi le travail aussi sociétalement. Et nous avons ensemble une décision à prendre, encore une fois pour nous et pour les autres. Qu'est-ce qu'on va faire des 10 000 jours qu'on a à travailler? Et pour vous, chacune d'entre vous, en quittant cette salle, vous avez la décision à prendre pour les jours restants. Parce qu'on en a tous et toutes fait une certaine quantité déjà. Donc s'il y a une chose que je veux que vous vous posiez comme question en partant d'ici, c'est ok, il me reste X jours à travailler, j'ai envie d'en faire quoi? Et j'espère que cette question plantera des graines qui vous accompagneront encore pendant quelques jours. Parce que notre travail et le travail peuvent devenir des vecteurs qui changent nos vies, les vies de nos clients et le monde qui nous entoure aussi. Et le mot de la fin, c'est que je nous souhaite de saisir cette opportunité pour repenser notre travail, mais le travail aussi. Merci.